Et on ouvre le premier débat de ce Sénat 360 consacré à ces centres de déradicalisation en Arabie Saoudite et aux liens noués entre la France et Riyad avec nos invités sur ce plateau. Nathalie Goulet, bonjour, sénatrice UDI-UC de l'Orne. Vous êtes la présidente du groupe d'amitié France-Pays du Golfe ici au Sénat. Merci d'être avec nous. Denis Bochart est également avec nous sur ce plateau. Bonjour, spécialiste du Moyen-Orient à l'IFRI, ancien ambassadeur de France en Jordanie. Merci d'avoir accepté notre invitation. J'accueille également Alain Grèche. Vous êtes spécialiste du monde arabe, ancien rédacteur en chef du Monde diplomatique et le directeur du journal en ligne Orient 21. Merci d'être avec nous. Nathalie Goulet, on vous a vu dans ce reportage, ce centre de déradicalisation. Comment avez-vous vécu cette visite? Quelles ont été vos impressions sur place? D'abord, on avait demandé l'autorisation de le visiter depuis un moment et surtout l'autorisation d'y amener un journaliste, parce que ça, c'était quand même nouveau. Donc, l'ambassadeur ici, à qui je dois rendre hommage, nous avait dit « vous le verrez et vous pouvez faire venir votre journaliste ». C'est comme ça que votre journaliste est venu avec nous. Et puis, arrivé sur place, on a eu une difficulté liée non pas à la volonté, mais à l'encombrement des visites de ce centre. C'est pour ça que vous avez vu qu'on a fait une visite très tardive, nocturne, parce qu'il y avait beaucoup, il y a notamment l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, il y avait d'autres gens, les gens viennent du monde entier pour visiter ce centre. Donc c'était une visite extrêmement importante. D'abord, c'est le premier qui a été jamais créé en 2007. Et ensuite, la méthode était aussi intéressante à voir. Justement, cette méthode, c'est vrai que c'est surprenant. Hein. On voit la peinture, le sport et aussi finalement la religion et l'importance de la famille. La famille surtout. La famille surtout, ils aident les jeunes couples à s'installer, ils font venir les familles, ils font venir les enfants. Ils considèrent que autour de la famille, autour des enfants, crée la responsabilisation des gens et finalement leur sortie. Alors c'est un centre qui intervient après les peines pénales, répressives et emprisonnées. Ce n'est pas une substitution, ça vient ensuite de la peine, à condition que les gens soient volontaires pour y aller. Ouais. Alain Grèche, comment expliquez-vous finalement que l'Arabie Saoudite se soit dotée d'un tel centre, alors qu'on l'a dit, elle entretient des rapports assez troubles avec le financement de Daesh notamment? C'est-à-dire, d'abord, elle s'est dotée d'un tel centre et aussi de mesures en direction des gens qui avaient été combattre en Afghanistan et en Irak, parce qu'il y a des milliers de Saoudiens qui ont été se battre là-bas. Et la politique du royaume, ça a été, avant même les centres de déradicalisation, c'est de faire que les gens qui rentraient soient insérés socialement, c'est-à-dire de les aider à s'installer, de les aider quand ils n'avaient pas commis de crime. Quand ils avaient été simplement combattre, on pensait que ça pouvait passer. Mais au-delà de ça, je veux dire, le problème que posent les centres de déradicalisation, c'est que c'est, à mon avis, transformer un problème politique en un problème individuel. C'est-à-dire un problème de secte. Oui, il y a un problème individuel qui fait qu'on bascule, qu'un tel ou un tel peut basculer, et il faut le résoudre. Mais je veux dire, au départ, il y a quand même fondamentalement un problème politique, comme vous l'avez dit, qui est la manière dont l'Arabie saoudite s'est alliée avec toute une série de mouvements djihadistes. Et le premier, il faut le rappeler, et c'était le cas aussi de la France, c'était avec les Moudjahidines afghans, qui a donné naissance à Al-Qaïda. Et à l'époque, c'était les États-Unis, les Occidentaux, etc., qui ont créé d'une certaine manière Al-Qaïda. Donc ces relations qu'on reproche aux Saoudiens, en partie à juste titre, je veux dire, on peut les reprocher aussi aux Occidentaux. Aux Américains. Denis Bochart, qu'est-ce que vous inspire ces images assez inédites finalement et cette volonté de communiquer? Nathalie Goulet le disait, il y avait également des parlementaires de l'OTAN qui ont pu visiter ce centre. Il y a une volonté de s'ouvrir de l'Arabie Saoudite? Alors, je crois qu'il y a une opération de communication qui est très bien faite, qui est très habile et semble-t-il, les visiteurs perçoivent de façon assez positive ce centre. Mais je pense que ça répond, la création de ce centre, qui remonte déjà à plusieurs années, répond tout de même à la volonté de l'Arabie saoudite de bien marquer qu'elle est dans le camp de ceux qui luttent contre le terrorisme. Il est vrai qu'au-delà, après le 11 septembre, certains avaient émis des doutes, en particulier aux États-Unis, avec des campagnes très violentes contre l'Arabie saoudite. Il est vrai que la quasi-totalité des attaquants en septembre étaient d'origine saoudienne. Donc il y a eu la mise en place d'un premier centre en 2004, puis un développement, il y a un développement très récent. Et je pense que ceci s'inscrit dans une politique plus générale. Il ne faut pas oublier, par exemple, que lors de l'exécution de 47 terroristes, on a surtout parlé des 4 terroristes, entre guillemets, chiites, mais
alors que la grande majorité, 43, était sunnite, était liée à Al-Qaïda. Donc je pense que ceci s'inscrit dans une politique plus globale et de la volonté de l'Arabie saoudite de bien montrer qu'elle est à la pointe du progrès dans la lutte contre le terrorisme. Ouais. Nathalie Goulet, j'imagine vous partagez cette analyse, vous qui revenez justement de Riyad. Comment percevez-vous les choses? Écoutez, c'est assez symptomatique. L'Arabie saoudite est restée, je parle sous votre contrôle, pratiquement 1 an sans ambassadeur à Paris. Et ça, c'était quand même assez nouveau. Bon. La deuxième chose, c'est que lorsque vous discutez avec les parlementaires, on a eu un très long entretien avec une vingtaine de parlementaires qui étaient autour de nous, parce qu'ils étaient quand même très contents de nous voir au moment où le président Rouhani était à Paris, et donc montrer notre intérêt pour le pays à ce moment très particulier. D'abord, ils se sentent fragilisés, ensuite ils se sentent abandonnés par leur ennemi historique américain, et ils se sentent, si vous avez regardé la presse de la semaine dernière, l'Arabie saoudite était sur toutes les premières pages de tous les hebdomadaires. Donc, eux étaient dans la situation suivante, on n'a pas approuvé ce qu'on fait, on le fait. Et nous, de leur dire, ah ben si, il faut que vous nous expliquiez comment et pourquoi, comment vous luttez contre le financement du terrorisme, quelles mesures vous avez mis en place, parce que nous, on ne le sait pas, et si on ne le sait pas, on va continuer à propager un certain nombre de choses. Donc voilà. Donc justement, ils sont maintenant dans... travailler sur cette question des flux financiers. Oui. Alors, là, il y a nettement des mesures qui ont été prises, c'est très clair. Notamment pour surveiller les comptes bancaires, pour surveiller les fondations, pour éviter les quêtes et les mouvements privés à destination d'objets non identifiés mais vraisemblablement malfaisants. Il y a beaucoup de dispositions qui ont été prises. Ils ont instauré une espèce de traque-fin également. Non, manifestement, il y a des choses. Alors, dans le rapport, ce sera explicité avec les documents joints. Ouais. Alain Grèche, on voit d'un côté la volonté de montrer un peu patte blanche sur tout ce qui concerne la déradicalisation, le financement, et d'un autre côté l'aspect religieux, où finalement, on l'a dit, l'Arabie saoudite, pays le plus conservateur certainement du monde arabe, qui propage un islam radical, le wahhabisme, qui finalement justifie en quelque sorte les atrocités d'Al-Qaïda, de Daesh. C'est toute l'ambiguïté de ce pays. Oui, il y a une grande contradiction dans la politique saoudienne, ce n'est pas que la politique saoudienne. C'est-à-dire, d'abord, ils se sont mobilisés contre les groupes islamistes radicaux à partir du moment où il y a eu des attentats en 2003-2004 en Arabie saoudite, qui ont réellement changé leur vision, qui ont fait qu'ils ont pris des mesures, je suis d'accord, financières, notamment pour contrôler autant que faire se peut les flux. Mais il y a 2 problèmes. Un, c'est qu'ils sont dans une bataille géopolitique face à l'Iran, dans lequel leurs alliés ne sont pas toujours recommandables. Et on l'a, un des exemples, c'est le Yémen. Ils sont intervenus au Yémen pour lutter contre des milices houtistes dites alliées de l'Iran, ce qui, je pense, assez faux. C'est-à-dire, ils sont vraiment très peu liés à l'Iran, mais pour ça, ils ont laissé le champ libre, aujourd'hui, à Al-Qaïda au Yémen et à l'État islamique qui s'est installé là-bas depuis leur guerre. Donc, d'une certaine manière, Al-Qaïda et l'État islamique étant des ennemis des houtistes, ils s'en sont désintéressés. Donc là, on est dans le principe, les ennemis de mes ennemis sont mes amis. L'autre question, c'est le discours religieux. Et là, c'est assez ambigu. J'ai lu récemment un très long article sur les tentatives de l'État islamique de s'implanter à Gaza. Et effectivement, ça existe. Et le Hamas, les frères musulmans, luttent contre ça. Mais ils luttent pour s'appuyer contre l'État islamique. Ils s'appuient sur des leaders salafistes que nous, on considérerait comme des réactionnaires, des gens peu recommandables, et qui pourtant ont un discours religieux qui aide à cette bataille contre ces groupes islamistes. C'est compliqué, c'est-à-dire que d'une certaine manière, pour lutter contre ces groupes islamistes, l'Arabie saoudite essaye d'utiliser le discours religieux, parce que c'est le discours, c'est la grammaire de tous les gens qui parlent politique là-bas, c'est à travers ce prisme religieux. Mais en même temps, malheureusement, si vous voulez, l'Arabie saoudite aussi laisse parfois des discours dans ses mosquées, qui est un discours qui est anti-juif, anti-occidental, etc., qui est dangereux et qui indirectement alimente ces mêmes groupes terroristes. Ouais. Denis Bouchard, alors que penser de la stratégie française finalement de se rapprocher de ce pays? On le voit avec toute cette ambiguïté, ce jeu trouble. Oui, je partage très largement ce qu'Alain Grèche vient de dire. Il évoquait le Yémen, mais il y a un petit peu le même sorte de problème en Syrie. Parce qu'effectivement, l'opposition modérée est tout de même très affaiblie. Et manifestement, l'armée de la conquête, qui regroupe un certain nombre de groupes, y compris le Front al-Nosra, mais des groupes financés largement par l'Arabie saoudite. Cette armée de la conquête est tout de même, je dirais, proche du djihadisme. Et est reconnue pourtant, fréquentable, non seulement par l'Arabie saoudite, mais également
par un certain nombre de pays occidentaux pour représenter l'opposition à Genève. S'agissant effectivement de l'aspect religieux, là aussi, il y a une ambiguïté parce que pour lutter contre Al-Qaïda, pour lutter contre la radicalisation, l'Arabie saoudite je dirais, continue à développer, à promouvoir un islam wahhabite intolérant, xénophobe, à travers le monde, qui bénéficie de financements très importants à travers notamment la Ligue islamique mondiale, qui est basée à la Mecque, je crois, et qui effectivement forme des imams, envoie ces imams, construit des mosquées à travers le monde entier. Ouais, Nathalie Goulet. Alors on a vu le ministre du pèlerinage, qui est quand même le ministre d'1,5 milliard de personnes, ce n'était pas rien, et puis on a vu le gouverneur de la Mecque. Et là aussi, on a eu un discours qui était un peu différent, qui était l'islam est une religion de paix, nous luttons contre le terrorisme, et nous allons y mettre les moyens. Voilà. Donc là aussi, dans les deux cas, une vraie volonté affichée. Par le contrôle du financement d'ailleurs, puisqu'ils ont maintenant interdit les quêtes et ce genre de choses au profit, comme je vous le disais tout à l'heure, d'organismes non recommandables. Mais si vous voulez, je crois qu'il y va des États comme des individus. Je veux dire, au visage sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Donc le temps de laver sa réputation, ça prend quand même un peu de temps. Et je crois qu'ils sont quand même maintenant dans cette démarche de montrer ce qu'ils font, parce qu'ils ont tout à fait compris qu'en toute hypothèse, les mots seraient insuffisants. Et puis, il y a un passé qui est un peu lourd, sur lequel il va falloir qu'ils travaillent avec leurs alliés. Alors, ils n'étaient pas du tout dans une posture de conquête, ils étaient plutôt, comme je vous le disais, plutôt fragilisés et plutôt dans le dire, bon écoutez, on est très attaqués, voilà, on leur a parlé du droit des femmes, on leur a parlé de ça. Il y a quand même un virage conservateur avec l'arrivée d'un nouveau roi. Est-ce que ça, vous avez ressenti, vous, dans la société saoudienne, dans le voyage que vous avez pu faire ? Vous savez, quand vous connaissez un peu la région, vous dites que la société saoudienne que vous rencontrez n'est pas la société saoudienne qui existe dans la rue. D'ailleurs, la rue en Arabie Saoudite, la rue n'existe pas. On n'est pas en Égypte, on n'est pas en Syrie. La rue dans ces pays-là, elle n'existe pas vraiment. En revanche, au niveau du Parlement, où il y a maintenant beaucoup de femmes, il y a une trentaine de femmes, qui représente 20%, pratiquement plus que chez nous, avec un taux de francophonie tout à fait remarquable. Les femmes nous disent, dont cette fameuse femme qui a été élue dans les conseils municipaux, etc., nous disent, laissez-nous à notre rythme. Nous, la mutation de la société, elle doit se faire pas pour une élite, parce que nous, on voyage, on a ce qu'il faut, on n'a pas de soucis par là, on parle français, on parle anglais, on va où on veut. Il faut que cette démarche-là se fasse pour tout le monde et avec tout le monde. Et donc, elles sont dans une démarche pas du tout à fait intelligente au niveau de la société, pas du tout de femmes excitées, mais des gens qui... La religion est une partie intégrante, indéfectible de leur positionnement et de leur vie. Donc il faut faire avec, ça prendra le temps que ça prendra, mais ça ira, on le voit tous les jours. Alors on peut pas, on est abolitionniste, on ne peut pas adhérer à ce genre de choses. Oui, avec une hausse des exécutions capitales. Oui, mais bon, la peine de mort existe, elle existe partout, elle existe en Chine, elle existe partout. Non, elle pas partout. Aux États-Unis. Aux États-Unis, enfin, elle existe dans beaucoup de pays, je veux dire. Mais quand vous êtes abolitionniste, je veux dire, vous êtes abolitionniste partout. Alain Grèche, que dire, est-ce que je posais cette question sur la France, finalement, le rapprochement? Écoutez, je veux dire, la France a une politique quand même ambiguë, mais ce que je voudrais dans la discussion, et quand on parle aussi de la déradicalisation, c'est qu'on remette au centre la politique. C'est-à-dire, on n'est pas dans un affrontement de type religieux, au sens de dire, ou une lecture religieuse. Il y a des intérêts politiques, il y a des politiques menées par les États qui prennent parfois une couverture religieuse, mais c'est ça qu'il faut s'interroger. Il faut s'interroger, effectivement, moi je m'interroge sur, par exemple, la manière dont la politique française s'est placée sur le Yémen, qui est un pays qui est en train d'être détruit par la coalition conduite par l'Arabie saoudite, avec notre soutien diplomatique et politique, et militaire aussi, parce qu'on vend des armes. Donc, mais ce n'est pas un problème religieux, c'est un problème de quelle politique. Alors ensuite... Je dirais les relations d'État à État entre la France et l'Arabie saoudite, comme avec tous les pays. Moi, je ne suis pas pour qu'on mette les droits humains comme le seul critère de... On a des relations avec la Chine, on a des relations avec les États-Unis qui exécutent des gens... Bon, ça, c'est quelque chose de normal. Mais là où il y a un problème, c'est effectivement sur ce positionnement politique. L'autre chose est la question, alors qui est
j'espère que la commission que vous dirigez aura des effets positifs, de réfléchir sur la question des financements. Je ne suis pas sûr qu'en partie, il n'y ait pas un fantasme sur les financements extérieurs et ce qu'ils permettent. Mais je n'en sais rien, en fait, parce que l'islam de France est extrêmement divisé. Et ce qu'il faudrait, il faudrait qu'il y ait une volonté de créer un islam français. Parce qu'on dit, on veut former les imams, on ne va pas les former en Arabie Saoudite, mais franchement, je ne suis pas sûr qu'au Maroc, ce soit mieux ce qu'on leur apprend. C'est-à-dire parce qu'il y a dans la question de l'islam, la question de vivre dans la société, c'est-à-dire de former des imams qui parlent français, qui connaissent la société et qui savent répondre et s'adapter à cette société. Et là-dessus, malheureusement, on ne fait pas, je crois, assez d'efforts. Oui, je crois qu'effectivement, l'Arabie Saoudite est dans une période de transition sans doute assez délicate. Le roi Salman est très âgé, semble-t-il malade, et on est sans doute, sinon à la veille, enfin à un moment assez proche du changement de génération. Changement de génération incarné d'une part par Mohamed Ben Nayef et d'autre part Mohamed Ben Salman, le jeune fils du roi Salman. Et donc pendant cette période de transition, je pense que différentes forces s'affrontent, différentes personnalités s'affrontent sans doute. Il y a un grand souci, je dirais, de réputation de l'Arabie Saoudite, d'améliorer son image à l'extérieur, et ça je pense que tous les Saoudiens sont d'accord, et l'arrivée de femmes dans les conseils municipaux fait partie de cette opération de communication, parce que dans les faits, sur les 12 000 conseillers municipaux, je crois qu'il y a une vingtaine de femmes, et de toute façon les conseils municipaux n'ont pas pouvoir. Voilà, mais en termes d'image, c'est certainement positif. Je suis tout à fait d'accord avec la sénatrice pour dire qu'effectivement, ces changements ne peuvent venir que de l'intérieur d'une société qui reste tout de même très conservatrice, et ça demandera du temps. Ouais, Nathalie Goulet. Oui, alors les femmes ont commencé à marquer des points dans les chambres de commerce. C'est là qu'elles ont commencé à montrer ce qu'elles faire, et ensuite elles sont arrivées au Parlement par nomination, etc. Donc je crois que tout ça est un peu long, c'est extrêmement complexe, on est dans l'Orient compliqué, avec des pays extrêmement fermés. Et encore une fois, je pense que le reportage que votre journaliste a pu faire est une exception à la règle, mais c'est une exception qui doit marquer aussi notre volonté de continuer la coopération avec ce pays, encore une fois, qui n'a pas bonne réputation, mais si on abandonne... Vous disiez aussi la visite du président iranien en même temps, finalement, votre visite. Comment c'est perçu sur place? Vous avez pu évoquer cette... Oui, c'est très simple. L'Iran est l'ennemi existentiel, l'ennemi irrationnel, l'ennemi de toujours. Donc on va au Yémen parce qu'on ne veut pas avoir de Hezbollah à nos frontières, puisque le Hezbollah, bien qu'il explique qu'il n'a pas reçu d'argent de l'Iran depuis longtemps, le Hezbollah est financé par l'Iran, les milices houthis sont financées par l'Iran, et en toute hypothèse, l'Iran est le semeur de troubles et l'empêcheur de pomper en rond, et l'empêcheur de survivre dans cette région. Donc de toute façon, avec l'Iran, c'est irrationnel. Bon. Mais le fait qu'il soit à Paris, vous comprenez, l'Arabie Saoudite a aujourd'hui 100 milliards de dollars environ de déficit budgétaire, au moment où l'Iran récupère 100 milliards d'avoir gelé. Bon, le monde entier... Rouhani est une superstar, Zarif va recevoir un Oscar à Hollywood sans tarder, et brusquement, l'ennemi devient l'ami, et nous, enfin, je veux dire, et l'Arabie Saoudite, alliée de toujours, est laissée pour compte à Camp David et ailleurs. Donc il faut bien comprendre dans quelle situation ils sont et essayer de rééquilibrer modestement les choses. Ouais, ça c'est possible selon vous, Alain Grèche? Moi, je pense que la France pourrait jouer un rôle important. Il y a eu des déconvenues au niveau des retombées économiques, notamment avec ce pays. Oui, mais les retombées économiques, écoutez, d'abord, moi je ne suis pas pour l'idée que la diplomatie, ça se résume au fait de signer des contrats. Certes, c'est important, mais quand on donne l'impression que la seule chose qui intéresse la France, qui est quand même une puissance importante, c'est de signer des contrats, je trouve qu'on est dans une mauvaise pente et on perd de la crédibilité. La France a aujourd'hui pris des positions très dures à l'égard de l'Iran pendant les négociations. Elle a un certain crédit à l'égard de l'Arabie Saoudite qui lui s'est gré de ses positions. Et je pense qu'elle pourrait jouer un rôle effectivement d'intermédiaire. Parce qu'il y a il y a une chose qu'il faut savoir, il n'y aura pas de stabilité dans la région s'il n'y a pas une entente entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Et c'est l'intérêt de tout le monde, quel que soit, quoi qu'on pense de la politique iranienne, de la politique saoudienne, etc. Et donc là, on a un rôle important qu'on pourrait jouer. Mariage de raison. Peut-être dernier mot justement sur ce point. Effectivement, je pense que l'Arabie Saoudite. Je pense que la politique française évolue. On a eu l'impression pendant un certain temps que la France était l'allié privilégié
de l'Arabie saoudite, chef de file du camp sunnite contre l'Iran, contre les chiites. Le fait que le président Rouhani soit venu, qu'il ait été plutôt bien reçu, qu'on reprend des relations, rééquilibre un petit peu cette politique qui effectivement était un petit peu biaisée jusqu'alors. Le mot de la fin, Nathalie Goulet. Oui, l'Arabie saoudite a trouvé que la France était pas très éloquente sur le problème de l'attaque de ses ambassades, de son consulat. Elle n'a pas pris parti. Je pense qu'aujourd'hui que les choses sont apaisées, la France doit être médiateur pour un mariage de raison. C'est ceux qui durent le plus longtemps. Eh bien, merci Nathalie.